Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'Actu. Tous les 3 jours en Belgique, un entrepreneur met fin à ses jours. Difficile d'expliquer pourquoi ils commettent l'irréparable, mais les difficultés qu'ils rencontrent dans leur business peuvent en être la cause. Alors, comment leur venir en aide? Le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles a lancé un dispositif d'accompagnement psychologique pour ces entrepreneurs. On en parle ce soir avec nos invités. Voilà des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Paul Daguerre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir également Lucille Farès. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de relations extérieures à la SBL Impasse dans l'Impasse. C'est un centre de référence en prévention du suicide. Un mot pour expliquer cet accompagnement, Paul Daguerre, pour expliquer le pourquoi de cet accompagnement. A priori, ce n'est pas le rôle d'un tribunal de lancer un dispositif de soutien psychologique. Pourquoi vous l'avez fait? Eh bien, ici, c'est notre rôle, en fait. Tout ça commence pendant le Covid. On a lancé en 2022, au sortir du Covid, une plateforme d'aide avec toute une série d'acteurs privés, d'ailleurs, et publics, pour venir en aide aux entrepreneurs qui connaissaient évidemment de très très graves difficultés. Alors c'est notre rôle, parce que le rôle du tribunal, c'est bien sûr de trancher les litiges entre entreprises, bien sûr, c'est aussi de déclarer la faillite, tout ça, on le sait, mais c'est aussi d'apporter un service, je dirais, intégral et humain à l'entrepreneur. Nous sommes le passage obligé de tous les entrepreneurs qui connaissent des difficultés, ils passent toujours par chez nous, et nous les accompagnons déjà depuis longtemps avec nos juges consulaires, nos juges rapporteurs. Et ici, le dispositif vient compléter ce dispositif en disant, ben voilà, on peut également vous offrir, via Impasse dans l'Impasse, une aide psychologique ciblée et je dirais taillée sur mesure sur vos difficultés d'entrepreneur qui sont très particulières. Et ça permet aussi de sauver des vies. Oui, alors vous les trouvez dans quel état ces entrepreneurs quand ils se présentent à vous avec une activité qui ne fonctionne plus? L'état psychologique peut être vraiment très fragile. Ah, il peut même être lamentable. Vous avez des gens qui sont mutiques, qui viennent nous trouver en nous disant « voilà, c'est terminé ». Moi, je me souviens d'une personne qui m'a été apportée par un de mes collègues juges consulaires. Il était persuadé, me dit-il, qu'il allait être mis en faillite. Et finalement, il était persuadé de mettre fin à ses jours. Après, il dit « voilà, j'allais déposer le bilan et pour moi, c'était terminé ». Et puis, on lui a désigné une personne pour l'aider. Et du coup, il a repris courage. Mais ici, le dispositif va plus loin. Ici, c'est aussi lui permettre de trouver une oreille, une écoute qui lui permet de déposer le fardeau de l'entrepreneur, qui est extrêmement lourd. L'entrepreneur est quelqu'un qui porte tout par définition, et de pouvoir dire dans le secret d'un cabinet de psychologue spécialisé tout ce qui ne va pas. Donc de permettre aussi de reprendre sa dignité humaine. Oui, alors Lucille Farès, c'est un dispositif qui a donc été lancé pendant la crise du Covid. Vous avez senti vraiment à ce moment-là un désarroi énorme de la part de ces entrepreneurs? Oui, alors c'est vraiment pendant la crise sanitaire, le directeur d'Impasse dans l'Impasse a été appelé pour faire partie de la task force santé mentale et urgence sociale. Donc tous les appels publics étaient monitorés et c'est là qu'on s'est rendu compte que 30 à 40% des appels provenaient des indépendants et des entrepreneurs en détresse. Donc c'est vraiment à ce moment-là que le dispositif s'est créé et qu'il a vraiment fallu créer quelque chose de spécifiques et dédiés aux indépendants et à leur réalité aussi. Oui, alors c'est vraiment des appels à l'aide ou c'est vraiment des personnes qui disent mais moi j'ai l'intention de mettre fin à mes jours, ce sont des choses qui vous sont arrivées, des témoignages qui vous sont arrivés à un certain moment? Oui, alors les portes d'entrée avec ce dispositif, elles sont multiples. On a la ligne d'assistance téléphonique qui permet aux indépendants de prendre rendez-vous directement. Mais on travaille aussi avec notamment le tribunal au sein duquel on forme des sentinelles, donc des personnes qui peuvent détecter les signaux d'alerte des indépendants et qui vont alors, grâce à notre système d'alerte, faire relais auprès de notre association quand elles sont confrontées à des personnes qui sont en détresse. Et de cette manière-là, on peut reprendre contact avec l'indépendant qui est en difficulté. Oui. Alors, on va analyser effectivement la détresse de ces entrepreneurs. Mais avant ça, un portrait d'un entrepreneur qu'on avait réalisé pendant la crise du Covid. C'était le gérant d'un restaurant qui nous confiait ses difficultés. Je vous propose de revoir une partie de ce reportage.
Pierre-François Tilly a lancé son salade bar en septembre 2018, après 6 mois de coûteux travaux. Le concept prend rapidement son envol, mais en mars 2020, tout s'arrête une première fois. Et c'est encore plus compliqué lors du second confinement. Le 21 octobre, j'ai dû fermer mon restaurant parce que le takeaway n'était pas rentable, dépendant trop de bureaux et les bureaux ne sont pas revenus non plus travailler parce qu'on leur a demandé de rester confinés chez eux. Ces dernières semaines, Pierre-François fait essentiellement du travail administratif, une situation angoissante. Téléphoner pour comprendre, pour retarder, pour demander des plans de paiement, pour demander des reports de factures et tout ça, donc, et de demander à ce qu'ils soient patients. Le restaurateur essaye donc de rassurer ses fournisseurs, mais aujourd'hui, il se demande surtout comment il va redémarrer après des mois d'interruption. Mes créditeurs, par contre, me réclament de l'argent que je n'ai pas. J'ai essayé de faire des demandes de crédit qui n'ont pas abouti, parce que ma société est trop jeune et que mon premier bilan était en perte. Droit passerelle, aide régionale, Pierre-François remercie les différents niveaux de pouvoir pour les aides mises en place, mais malgré tout, sa situation reste critique. Voilà, et dernière information, le restaurant de Pierre-François, il a fermé définitivement en septembre 2022, victime, dit-il, de 3 crises, la crise du Covid, la crise de l'énergie et la crise de l'inflation. On va faire le point avec vous sur la situation des faillites aujourd'hui. Qu'en est-il ? Alors, c'est pas très bon. Je vais être franc avec vous. En 2024, on a tiré le signal d'alarme. On a même été entendu d'ailleurs par le Parlement bruxellois, puisque au niveau national, en 2024, il y a une augmentation de 7% des faillites. À Bruxelles, c'était 15%. Donc c'est un peu plus du double. En début d'année, on était à 80 faillites par semaine. Alors ça se tasse un tout petit peu, mais je viens de signer la 51e ou 52e procédure de réorganisation judiciaire, donc c'est pas bon. Ouais. Et on est début avril. Et donc réorganisation judiciaire, c'est donner du temps avant une éventuelle faillite. Ce sont des entreprises qui sont en risque de cessation, mais qui ne le sont pas encore et qu'il faut donc sauvegarder. Alors, est-ce que vous l'expliquez toujours par les suites des différentes crises que l'on a connues ? Alors absolument, c'est les 3 crises que vous évoquiez. Et la crise du Covid, en fait, on y est parce que les dettes sont arrivées à maturation. Donc effectivement, maintenant, il faut rembourser, il faut payer ses créanciers, il faut surtout payer les banques. J'ai eu l'occasion de le dire, il y a un problème de crédit bancaire en Belgique et à Bruxelles en particulier. C'est une question sur laquelle le gouvernement fédéral, et je l'espère un jour, le gouvernement bruxellois devra se pencher. Et tout ça fait en sorte qu'effectivement, la situation économique pour les entrepreneurs reste extrêmement tendue. Et donc, on peut cibler certains secteurs. Ici, on parlait du secteur Horeca. On peut vraiment cibler certains secteurs. L'Horeca a été très, très fort touché. Vous avez le secteur du transport qui est touché également. Le secteur de la construction a été fort touché également à Bruxelles. Bruxelles est une économie relativement fragile pour l'instant, ça c'est tout à fait clair, puisqu'elle concentre précisément ces 3 secteurs. Ouais, et donc vous vous attendez à une année 2025 qui va rester compliquée ? Elle va rester très compliquée, oui, absolument. C'est une année où il faudra être très vigilant, d'où l'utilité d'ailleurs du dispositif Impasse dans l'impasse auquel nous collaborons très activement. Oui, donc on parle de 369 faillites depuis janvier 2025. Absolument. Et vous me dites 1513 pertes d'emplois. Oui. C'est le chiffre que vous citez. Oui, parce que maintenant on a les plus grosses entreprises et donc c'est important aussi pour le bien-être mental des entrepreneurs. Il faut savoir que maintenant on a de beaucoup plus grosses sociétés, des grosses PME qui sont touchées avec du personnel. Et pour un entrepreneur, licencier du personnel, c'est dramatique. C'est un crève-cœur pour ces patrons dont la fierté est effectivement de non seulement créer de la valeur, mais aussi créer de l'emploi. Oui. Et donc, vous nous parliez, Lucille, de personnes qui seraient des sentinelles et qui seraient donc chargées d'accompagner ces personnes. Expliquez-nous comment le dispositif fonctionne. Alors notre réseau de sentinelles qui compte aujourd'hui plus de 1100 sentinelles pour indépendants. Une sentinelle, en fait, c'est une personne qui aura reçu une sensibilisation de 2 heures par un psychologue d'Impasse dans l'impasse et qui va pouvoir, suite à cette sensibilisation, détecter des signaux d'alerte que l'indépendant pourrait montrer et, suite à cette détection, pouvoir faire relais auprès de notre association pour que nous, on puisse alors prendre contact avec l'indépendant et lui proposer le suivi qu'on a et lui proposer un accompagnement adapté. Et ce qui nous permet vraiment d'avoir cette démarche vers l'indépendant et d'aller le chercher là où il est. Oui, vous les voyez, vous, Paul Dayer, en audience, ces signaux d'alerte Oui. Un des signaux, il y en a plusieurs, un des signaux, c'est le mutisme. C'est quelqu'un qui va arriver presque prostré, qui va venir déposer le bilan à l'audience et qui ne dit plus rien. Et alors là, le juge doit être formé, sensibilisé pour aller le chercher
lui poser les bonnes questions, aussi lui proposer de l'aide, voire même quand on inscrit le système, donc cette personne dans le système, il faut souvent, c'est le juge consulaire ou le juge de carré qui remplit le formulaire pour lui, avec son accord bien sûr, mais pour lui, c'est-à-dire le prendre en charge, ce qui pour un entrepreneur est un peu contre-intuitif, puisque l'entrepreneur est quelqu'un qui prend les autres en charge. Il doit accepter effectivement qu'il a aussi besoin d'aide. C'est quelque chose de très important. Et ça donne aussi du sens au travail de mes collègues, qui évidemment sont très utiles et très heureux de pouvoir fournir cette aide psychologique aussi. Oui. Et est-ce que vous avez l'impression que ces entrepreneurs viennent trop tard, en fait, ou qu'il n'y a pas eu des mécanismes de prévention qui auraient pu être déclenchés avant? Alors, il y en a souvent qui viennent un peu tard, mais c'est jamais trop tard. Il y a des mécanismes. Je vous ai parlé de la plateforme d'aide. Il y a d'autres acteurs que nous avons fédérés autour du tribunal. Et puis, le tribunal détecte les problèmes d'insolvabilité très tôt. Nous avons ouvert 3000 dossiers l'année passée pour précisément prévenir l'insolvabilité. Et c'est souvent dans ce cadre-là qu'on leur prend la main juste avant qu'il ne soit trop tard en leur disant attention, là vous avez des difficultés administratives, là il faut faire attention, mais vous n'allez pas bien, et arriver à ce que la personne puisse exprimer sa souffrance, qui n'est pour un entrepreneur vraiment pas évident. Oui. Alors vous parliez de signaux d'alerte. Quels sont ces signaux d'alerte? Paul Dayer parlait d'un mutisme à un certain moment. Il y a d'autres signaux d'alerte, j'imagine. Donc c'est vrai que l'isolement, le repli sur soi, c'est des signaux qui peuvent être détectés. La désorganisation aussi de la part d'un indépendant, l'évitement aussi, ça c'est quelque chose qui peut être remarqué. Une personne qui ne se présente pas au rendez-vous, qui n'ouvre pas son courrier, ne répond pas à ses mails, tout ça ce sont des signaux qui peuvent être détectés. Des discours aussi, avec du désespoir, de toute façon on ne peut plus rien faire pour moi, il n'y a pas de solution, etc. Donc tout ça, ce sont des choses qui peuvent être détectées par les sentinelles et donc qui permettent déjà une première prise en charge vers un accompagnement. Oui. Et Paul Dayer, la goutte qui fait déborder le vase à un moment donné, c'est quoi? C'est comme on entendait dans le témoignage, des créanciers qui redemandent les sommes ou c'est... Ça peut être ça. Hier, il y a eu un témoignage assez poignant d'une de nos curatrices qui reçoit, c'était une entrepreneuse en l'occurrence, le rendez-vous se passe bien à son cabinet, elle était en faillite. Mais on peut toujours rebondir après une faillite. Et ça se passe bien, elle a de bons échos. Et 3 semaines plus tard, malheureusement, cette personne a mis fin à ses jours parce qu'elle avait reçu des rappels venant de l'administration d'ailleurs, pour le paiement de certaines dettes. Dans ces cas-là, non seulement effectivement il faut reprendre contact avec la Chambre des entreprises en difficulté ou avec le tribunal ou avec son curateur si on est en faillite, mais il faut effectivement songer à se faire aider par un passe dans l'impasse. Parce que rien ne vaut la vie, bien sûr, et cette personne, c'était la goutte d'eau. Elle pensait pouvoir s'en sortir, puis c'était la goutte d'eau. Alors qu'en réalité, il y a aussi des solutions, la médiation d'entreprise, l'étalement des dettes, la procédure de réorganisation. Le tribunal est véritablement là pour les accompagner dans ce processus difficile et aussi leur permettre de reprendre après une vie professionnelle. Est-ce que vous avez l'impression que c'est bien compris ce rôle-là du tribunal comme un petit garde-fou avant une faillite, par exemple? J'ai la faiblesse de croire que c'est de mieux en mieux compris. Quand on voit le nombre de gens qui viennent nous voir, c'est de mieux en mieux compris et c'est comme ça que ça doit être. C'est à la fois le devoir de la justice d'aider le justiciable, mais c'est aussi l'honneur des juges d'être à côté de ceux qui en ont besoin. Et en même temps, vous n'avez pas certains de vos confrères qui disent « Mais écoutez, monsieur Dayer, ce n'est pas notre boulot, ça, nous, on est juges et donc on a des comptes devant nous et on doit prendre des décisions par rapport à ça. » J'ai un collègue consulaire qui, tout au début, quand on a commencé à créer cette plateforme, a posé en public une question. Il m'a dit « Mais est-ce qu'on peut faire tout ça? Est-ce que tout ça est dans le code judiciaire ?» Et je dis « C'est bien pour ça qu'on va le faire, parce que ça ne s'y trouve pas. » Mais il faut le créer. Et maintenant, ça rentre tout à fait dans les mœurs. Je vois avec bonheur que, effectivement, d'autres de mes collègues, notamment à Liège, emboîtent le pas. Et c'est la tendance, et c'est une tendance heureuse. Oui, alors on va voir un numéro de téléphone tout de suite. C'est un numéro de téléphone que l'on peut composer si on est entrepreneur et si on ressent des difficultés. C'est d'abord un contact téléphonique, c'est d'abord cette forme-là que cela prend. Oui, donc aujourd'hui, la ligne, ce sont des psychologues qui répondent aux personnes, que ce soit des demandes d'information, que ce soit des demandes d'information sur le soutien aussi qu'on propose. Il y a des personnes qui veulent d'abord en savoir plus avant de s'engager dans le suivi, et puis évidemment pour prendre rendez-vous alors avec nos psychologues. Oui, et donc c'est des séances qui sont gratuites à Bruxelles, des séances de soutien, mais le but c'est pas d'éviter la faillite.
la faillite, elle a été prononcée. C'est vraiment quoi? Que la personne reprenne pied? Ici, l'objectif avec l'accompagnement qu'on propose, c'est vraiment de pouvoir être avec la personne et l'aider à traverser cette période difficile, lui donner les clés aussi pour pouvoir identifier quelles sont les ressources aussi qu'elle peut avoir en interne, comment est-ce qu'elle va pouvoir mettre en place aussi certaines choses pour pouvoir traverser cette période de manière beaucoup plus sereine et de pouvoir poursuivre son parcours, quel qu'il soit. Oui. Parce qu'il y a d'autres partenaires, je pense à Reload Yourself ou à la Fondation Pulse, à qui nous travaillons, qui aident les entreprises qui ont fait faillite à rebondir. Oui. Et la combinaison de l'impasse avec ses partenaires est évidemment très précieuse, puisqu'il faut être bien dans sa tête, suffisamment bien, que pour pouvoir saisir la main que l'on vous tend et repartir du bon pied. Alors justement, vous l'avez dit précédemment dans l'entretien, la faillite, c'est pas forcément un échec, il y a moyen de rebondir. C'est pas encore perçu comme ça aujourd'hui dans le monde entrepreneurial. Pourtant, c'est la loi. On est dans la logique du fresh start à l'américaine. La faillite, quand elle est honorable, et c'est l'immense majorité des faillites, c'est un échec de la vie qui est en fait une opportunité pour apprendre des épreuves de la vie. Et il n'y a pas de stigmate à être failli, surtout pas. Ça, c'est une vieille conception qui date vraiment du 19e siècle. Oui, mais vous n'avez pas l'impression qu'elle est encore là? Sans doute chez certains, mais nous y travaillons patiemment. Ça commence à changer. Oui. Tant mieux. Alors là, les séances, donc c'est plusieurs séances que vous offrez et ensuite un accompagnement qui continue si nécessaire ou alors c'est limité dans le temps? Alors nous, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est 4 séances de soutien, 4 séances qui vont permettre à la personne de pouvoir identifier ses ressources et ce qu'elle va pouvoir mettre en place pour pouvoir poursuivre son parcours. Après, évidemment, si le psychologue détecte un besoin d'aller au-delà de l'accompagnement qui lui est proposé par notre dispositif, évidemment, il y a une orientation alors selon le besoin, selon la personne, vers le soutien qui lui est adapté. Alors vous êtes actif à Bruxelles et dans toute la Wallonie. Est-ce que vous voyez aujourd'hui que le nombre de demandes va en diminuant ou pas vraiment? Alors ici, on prenait déjà on accompagnait déjà les indépendants en visio depuis 2021 à Bruxelles. Et ici, on remarque que depuis qu'on a ouvert notre centre de consultation en janvier, les prises de rendez-vous se font de plus en plus nombreuses. Et donc, on remarque qu'il y a quand même cette demande et ce besoin de la part des indépendants d'être accompagnés et d'être soutenus aussi durant ces activités. Ouais, le plus important, c'est finalement d'avoir quelqu'un sur qui compter, de pouvoir également avoir le soutien des proches. Ça, c'est très important quand on rencontre des difficultés de ce genre. J'ai envie de dire que déjà, le fait d'avoir un espace neutre et externe qui va permettre à l'indépendant de déposer certaines choses, de s'exprimer, ce n'est pas nécessairement quelque chose que l'indépendant va faire chez lui ou au travail. Et donc, rien que de consulter un psychologue, ça va déjà lui permettre de prendre du recul, de nuancer sa perception aussi et de l'aider aussi, de l'accompagner à mettre des choses en place dans son parcours. Oui, pour évoquer un autre domaine, Paul Dayer, quand vous voyez certaines situations d'entrepreneurs qui sont en situation de faillite, vous vous dites quoi? Qu'il manque des instruments finalement à la base, des instruments de gestion, des connaissances? C'est une très bonne question. Et oui, la réponse est claire. On l'a d'ailleurs rappelé devant le Parlement bruxellois. On a proposé de recréer un cycle de formation en compétences professionnelles, puisque vous savez qu'on les a abolis en Flandre et à Bruxelles, mais on pourrait le faire de façon volontaire, de créer un cycle de formation de base sur les règles juridiques, sur les règles comptables, il y a un énorme déficit, et sur les règles administratives en règle générale. Et c'est souvent par là que les plus petits entrepreneurs pêchent, puisque c'est souvent par là que commencent les ennuis. Ils ne s'en sortent pas toujours dans les chevaux des règles administratives et juridiques, et parfois on peut les comprendre d'ailleurs. Et donc, il faudrait effectivement réinstaurer un cycle de cours à mettre en place avec le tribunal, avec le BSI par exemple, à Bruxelles, pour permettre aux gens d'avoir une formation minimale pour se lancer dans une entreprise. Souvent, ils ont un très très beau projet. Vous pouvez être un excellent maçon, un merveilleux chef, mais pas nécessairement maîtriser les arcanes de la gestion de l'entreprise. Oui, et ça, vous avez l'impression que ces lacunes-là, aujourd'hui, elles sont plus importantes? Oui, très clairement. Là, on a un très très gros problème. On l'a signalé aux autorités politiques depuis très longtemps.
Alors on a supprimé les obligations professionnelles classiques qui existent encore en Wallonie. Je pense qu'ils ont eu raison. Nous, on propose de les moderniser, d'en faire des cycles de cours qui seraient offerts effectivement à tous ceux qui veulent se lancer dans une activité entrepreneuriale. Oui, des cours de gestion, quoi, en fait, ou de connaissances administratives. Oui, de connaissances de base, de cours de gestion de base. C'est quoi la TVA? Qu'est-ce que l'ONSS? Quels sont les documents que je dois remplir? Parfois, vous savez... Ça a l'air d'être du basique, ce que vous nous dites. C'est tout à l'honneur des entrepreneurs, mais très souvent, ils ont un magnifique projet. Mais ils ne se rendent pas compte qu'il y a toute une série de règles, de charges sociales, charges fiscales, auxquelles il faut répondre. Et c'est souvent là qu'est le problème. Et puis, il y a le problème de la tenue des comptes aussi. C'est pour ça qu'on a été très sévère sur le fait de bien tenir ses comptes, parce que souvent, l'entrepreneur ne se rend pas toujours compte de son niveau d'endettement, par exemple. C'est des choses importantes. Le tribunal est là et là, effectivement, pour leur dire, venez nous voir. On a remarqué un certain nombre de problèmes de solvabilité de votre entreprise. On peut le solutionner. Mais il ne faut pas attendre trop longtemps. Et donc l'idée serait que tout entrepreneur qui se lance dans une activité ait véritablement, je dirais, le kit de base administratif et de gestion pour le faire. Oui, alors Lucille Farès, puisque vous avez maintenant beaucoup d'expérience dans le domaine avec votre association, une fois ce soutien terminé, et c'est sans doute difficile de généraliser, mais ils en sortent comment, ces entrepreneurs? Mais donc, c'est difficile de faire une généralité, mais c'est vrai que la plupart des indépendants qui viennent nous voir, ils arrivent souvent épuisés, que ce soit physiquement, mentalement. Il y a ce ressenti d'avoir une charge mentale énorme, cette perte de contrôle aussi, qui peut être source d'anxiété aussi. Et donc tout le travail qui va être fait avec le psychologue ou la psychologue, ça va... justement permettre à l'indépendant de nuancer cette perception, de comprendre aussi la situation, de prendre du recul et puis d'activer alors certaines ressources que l'indépendant peut mettre en place. Et après, ça va être à l'indépendant de maintenir ces ressources, les consolider pour lui permettre d'avancer. Oui, parce que là, j'ai le chiffre, vous avez accompagné 2650 entrepreneurs, donc vous avez quand même pas mal d'expérience. L'idée, c'est pas de faire du coaching, on l'a bien compris, Paul Daguerre. On a d'ailleurs des partenaires qui, eux, font du coaching. Je pense à Reload Yourself, qui est typiquement une entreprise de coaching, ou même la Fondation Pulse, qui nous aide effectivement avec son programme Restart. Donc, c'est pas du coaching, c'est vraiment de permettre à l'entrepreneur qui est au fond, psychologiquement, de reprendre suffisamment d'énergie, de confiance en lui-même et puis d'estime de lui aussi pour lui permettre précisément de saisir les opportunités que le tribunal ou d'autres partenaires peuvent lui offrir. Oui, et donc, par rapport à ça, d'après votre expérience, puisque finalement, vous voyez, vous, ces entrepreneurs, à un moment où ça ne va pas, est-ce qu'il y en a beaucoup qui rebondissent et qui recréent une entreprise par après? Oui. Heureusement d'ailleurs, parce que je répète ce que je viens de dire, la faillite n'est non seulement pas une fatalité, mais on peut être un excellent entrepreneur. On peut avoir ça dans la peau. Et beaucoup de nos entrepreneurs, c'est leur identité profonde. Et lorsqu'ils font une faillite parce que le marché est mauvais, parce qu'à un moment donné, vous avez le Covid et toutes les crises qu'on a énumérées, vous pouvez recommencer avec un autre projet, avec d'autres bases financières. Mais ils doivent pour ça retrouver l'essentiel, c'est-à-dire le drive de l'entrepreneur, l'envie d'y aller. Et c'est pour ça qu'une aide psychologique est essentielle. Et j'ai vu des gens, effectivement, rebondir, repartir du bon pied, nous remercier des repassages, qui est toujours très bon pour le moral des juges aussi. C'est important, c'est bon pour le moral des entrepreneurs, mais c'est aussi bon pour le moral des juges. Parce qu'on imagine en fait qu'au-delà du juge, c'est toutes les professions qui tournent autour. Vous avez parlé du curateur, le rôle semble très important aussi. Il y a aussi peut-être un rôle du curateur à un moment donné à apporter ce soutien psychologique. Est-ce que c'est le cas ? Alors le curateur, il y avait d'ailleurs hier, quand on a représenté le dispositif à la presse, il y avait beaucoup de curateurs dans la salle. Et des curateurs très très attentifs. Moi je les salue, ce sont des gens qui travaillent souvent dans des conditions difficiles, qui le font vraiment par amour du métier. Et le rôle aussi est de s'inscrire, ils l'ont fait d'ailleurs, comme sentinelle, pour voir, je ne suis pas psychologue, mais tiens, là il y a un signal. Tiens monsieur, je pense que vous devriez effectivement contacter un passe dans l'impasse, de remplir avec eux le formulaire et de les accrocher, je dirais, au dispositif d'aide. Très bien, merci en tout cas d'avoir partagé vos expériences sur le plateau. Donc on rappelle ce numéro de soutien aux entreprises en difficulté, aux entrepreneurs en difficulté, c'est le 0800 325 qui s'est affiché pendant une bonne partie de l'émission. Merci d'avoir été des nôtres, plus d'actu, c'est terminé pour ce soir. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir.